Bonjour à tous, merci d'être ici pour cette session sur Choisissez votre style avec Docker et Amazon Web Services. Je suis Jérôme Aigran, développeur chez Xebia et je serai accompagné aujourd'hui d'Alexis Kinsella, développeur également chez Xebia. Nous avons l'habitude tous les deux de travailler sur des problématiques plutôt back-end et au cours de notre dernier projet, en fait, on a rencontré AWS et Docker. Et sur chacun des projets, en fait, selon des problématiques ou selon des besoins, nous avons utilisé ces deux technologies. On a essayé de les combiner de manière différente. Et en fait, cette présentation, ça va être un retour d'expérience sur ce qu'on a vécu sur les derniers projets. Le cloud chez Xebia, il est de plus en plus présent sur nos projets, que ce soit du Google, super, ça revient en arrière, du Google, du Azure, du Heroku. Mais c'est vrai qu'AWS, c'est quand même celui qui a le plus de succès chez les clients et celui qu'on rencontre majoritairement sur nos projets. Autre technologie que l'on rencontre, Docker, qui s'impose de plus en plus également, qui amène du coup une facilité pour livrer les produits que l'on développe. Et la question à laquelle il va falloir répondre, c'est comment faire fonctionner Docker sur AWS. Du coup, pendant cette présentation, on va rapidement aborder Docker, les impacts que ça a pour le développeur, les usages que cela amène, les impacts, la transformation qu'il y a au niveau de l'usine logicielle, quelles nouvelles étapes sont intégrées dans notre usine logicielle, et enfin, la plus grosse partie, le déploiement de Docker dans l'infrastructure et de l'infrastructure AWS. Du point de vue développeur, quel usage on en a? En fait, Docker, l'avantage, c'est qu'on peut poker facilement des solutions, c'est-à-dire qu'on peut très rapidement récupérer telle base de données ou tel outil, l'installer en local ou plutôt le pouler et le démarrer de manière isolée sans avoir à l'installer sur notre poste de développement. Et surtout, on va pouvoir du coup, vu que c'est isolé, le faire fonctionner en mode cluster, comme cela en fait le cas une fois sur les environnements de prod ou autres. Et dernier avantage, on peut également très facilement basculer d'une version à l'autre. Un des derniers avantages, du coup, c'est quand on commence à fonctionner avec Docker, si jamais on dépend d'un service tierce ou qu'on doit fournir un service tiers à une équipe tierce, on va pouvoir facilement développer un mock, le containeriser dans une image Docker et fournir cette image. Ainsi, en tant qu'utilisateur d'un service mocké, il suffit de l'intégrer dans notre infrastructure Docker et une fois que le service sera finalisé, il n'y aura plus qu'à faire fonctionner avec la nouvelle version et c'est terminé. Mais l'intégration de mock est facilitée. Ça, c'était le point de vue développeur. Maintenant, intervention à l'usine logicielle. Il va y avoir quelques nouvelles étapes. Si on part d'un schéma classique, du coup, le développeur partage son code sur un repository de code partagé. Jenkins est notifié ou surveille régulièrement le repo, lance sa phase de compilation, fait passer ses tests unitaires, ses tests d'intégration et produit un livrable, jar ou war, peu importe, un livrable. C'est là où Docker va commencer à intervenir. On ne va plus se contenter de produire un livrable, mais on va construire une image avec ce livrable et toutes les dépendances dont il a besoin pour pouvoir démarrer. Une fois notre image construite, il va falloir la valider. Du coup, avec Docker Compose, on va l'utiliser pour déployer différentes briques de notre architecture et vérifier que la nouvelle version de notre image est fonctionnelle. Une fois qu'elle est validée, on la partage sur un registre Docker. Là, pour information, ce symbole, c'est ECR, c'est Elastic Container Registry. C'est le service fourni par Amazon en mode managé d'un registre Docker. Notre image est construite, elle a été validée, elle est pushée sur un registre. Maintenant, on veut déployer cette image dans AWS. Docker pour l'infrastructure. On va avoir plusieurs modes. On va avoir surtout le mode artisanal, très rapidement. Et ensuite, un mode industriel, où là, pareil, Amazon offre plusieurs possibilités. Le mode artisanal, qu'est-ce qu'on appelle le mode artisanal? Quand on commence à travailler avec le cloud, les premières étapes, en fait, c'est d'instancier des machines dans le cloud, le compute. Pour AWS, ce sont des instances EC2 qu'on va pouvoir instancier. Donc là, c'est super. Je fais popper des machines, c'est à moi de les gérer. Je peux me connecter en SSH, j'ai pas mal de droits. Mais j'ai surtout beaucoup de responsabilités. C'est à moi de les provisionner et c'est à moi de les monitorer pour vérifier que tout se passe bien et d'installer le logiciel nécessaire. Comment je fais du Docker avec cette solution? Soit direct quand j'instancie mes instances, j'utilise l'AMI Amazon Linux sur lequel Docker est déjà préinstallé. Ou alors, c'est à moi d'installer manuellement sur mes machines. Problème de ça va être la vision pet versus kettle. Là, j'ai
d'accord, j'ai des machines, c'est très bien. C'est à moi de m'en occuper, un peu comme un animal domestique en fait, où je vais devoir en prendre soin. Si ma machine est malade, il va falloir que je surveille, que je cherche pourquoi, que je la mette à jour, que je la répare. Bref, je vais passer autant de temps à m'occuper de ma machine qu'à m'occuper du logiciel en fait qui tourne dessus. Moi, ce que je veux, c'est plutôt avoir si ma machine est malade, c'est pas à moi de m'en occuper. Je veux plutôt avoir une vision, on va dire, du bétail, où ça va être un peu triste, mais il va falloir, si une machine ne fonctionne plus, on l'envoie à l'abattoir et on en fait popper une nouvelle. Je veux me concentrer sur le logiciel. Tout ce qui va être parc de machines et ressources CPU et tout, je veux que ça soit industrialisé. Et je vais laisser la parole à Alexis pour la suite. Merci. Donc là, on va commencer à vous parler d'un mode un petit peu plus industrialisé sur Amazon de déploiement de conteneurs Docker. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de mode plus industrialisé? C'est pour répondre aux challenges qu'on peut retrouver au quotidien dans nos entreprises. En particulier, ça va être la capacité d'automatiser les déploiements, mais également d'avoir des déploiements qui soient uniformisés pour être capable finalement de streamliner tous ces déploiements. Et ainsi également être capable d'optimiser les ressources qui sont disponibles sur vos environnements. C'est un problème très connu. En général, historiquement, dans nos data centers, on va avoir tendance à déployer soit une application par machine, soit à faire des sortes d'isolation pour déployer quelques applicatifs par machine, mais en général, les machines sont sous-exploitées. Là, l'idée, ça va être d'utiliser les différentes instances pour les intégrer à des clusters et exploiter au maximum les ressources pour y déployer un maximum de conteneurs tout en respectant effectivement une qualité de service. Pour ça, il y a plusieurs solutions qui sont disponibles. La première d'entre elles, ça va être, alors bien entendu, d'utiliser Docker, mais pas seul, ça va être d'utiliser Docker avec des orchestrateurs. Les orchestrateurs peuvent venir sous plusieurs formes. Une des premières formes qu'on va trouver, ce sont des distributions spécialisées dédiées à cet usage. Les plus connus vont être CoreOS ou RancherOS. L'idée, c'est qu'on a des distributions ultra light qui peuvent être provisionnées très rapidement sur des instances et venir enrichir des flottes de serveurs qu'on peut avoir à disposition pour y déployer nos ressources. Bien entendu, ce sont des distributions spécialisées qui sous-entendent également une exploitation bien particulière de ces machines, et peut-être qu'on n'est pas mature au niveau de nos SI pour être capable de mettre en place ce type de cluster. Peut-être qu'on va plutôt avoir une expérience sur des Red Hat, sur des distributions de type Ubuntu, Debian, etc. Et peut-être qu'à ce moment-là, on voudra utiliser une distribution plus traditionnelle et y installer un outil d'orchestration en plus, éventuellement à côté peut-être d'autres outils. Donc là, on va y retrouver les acteurs classiques tels que le trio Maison Sparato, Zookeeper, ou bien Kubernetes qui a une énorme traction en ce moment. Toutefois, il y a des solutions alternatives et des challengers qui arrivent sur le marché, particulièrement un acteur qui est intéressant, pour lequel il y aura une autre session aujourd'hui que je vous invite à aller voir, concernant Nomad, qui est fourni par HashiCorp. HashiCorp qui fournit également Consul et d'autres types d'applicatifs utiles dans vos environnements serveurs. Une troisième solution qui s'offre à vous, c'est d'utiliser la solution qui a été fournie par Docker au mois de juin, suite à la sortie de Docker 2.12 et à la DockerCon, c'est l'utilisation de Docker for AWS. Alors oui, on est sur AWS, c'est également applicable chez Azure, mais en fait, Docker a essayé de mettre en place des best practices autour de la mise en place de clusters sur vos infrastructures dans le cloud, et en particulier fournit une solution clé en main basée sur CloudFormation qui va permettre de déployer facilement des clusters composés de managers et de workers. Ils ne seront pas seuls, c'est-à-dire qu'ils seront accompagnés également des différents services proposés comme, par Amazon, comme les load balancers et d'autres services qui sont instanciés lors du déploiement des stacks CloudFormation. Et bien entendu, cela repose sur des images customisées qui sont mises à disposition grâce à Docker for AWS. Enfin, peut-être que vous aurez l'intention de vous appuyer au maximum sur des services avancés, qu'on appelle les services managés chez Amazon. Pourquoi est-ce que je dis avancés? C'est parce qu'en fait, ils prennent en charge toute une partie de la complexité et justement vous déchargent de la complexité à mettre en œuvre des clusters, à les exploiter. Et en l'occurrence, les exploiter, les monitorer, ça a un coût, c'est également un risque, c'est-à-dire que les clusters que vous allez mettre en place ne sont pas forcément battle-testés, vous aurez sûrement des pannes qui peuvent intervenir, et là ce sera à vous de les résoudre. En l'occurrence, Amazon propose des services
Alors bien entendu, quand on parle de Docker, on va penser à Elastic Container Service, mais ce n'est pas la seule solution qui est disponible chez Amazon. Vous avez également Elastic Beanstalk qui fournit une intégration avec Docker. Et vu que cette session est de vous présenter les différents styles de mise en œuvre de Docker sur AWS, on va s'attarder justement sur les deux solutions de type Service Manager qui sont proposées par AWS, qui sont en l'occurrence Elastic Beanstalk et Elastic Container Service. Donc je vous présenterai Elastic Beanstalk et Jérôme reprendra la main pour vous présenter Elastic Container Service. Elastic Beanstalk, c'est un service qui est connu, qui fait partie, j'allais dire, des services qu'on peut considérer comme anciens chez Amazon. Toutefois, c'est un service très fiable qui a fait ses preuves, qui nous enlève une grosse complexité de mise en œuvre. Historiquement, ça a été mis à disposition des développeurs et des équipes IT pour déployer des stacks applicatifs de type Node.js, Java, Ruby, Python et autres. Et bien entendu, tout un outillage est disponible pour faciliter vos automatisations et vos déploiements sur les environnements cibles, grâce par exemple à Elastic Beanstalk Command Line Interface qui propose un ensemble de commandes dédiées à Beanstalk, en plus du client AWS normal, et qui vous permettra de faciliter les déploiements, par exemple via Jenkins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Elastic Beanstalk, c'est quand même historiquement fait pour déployer des applicatifs de type monolithique, des services en couche, enfin des applicatifs en couche par exemple, et c'est pas fait spécifiquement pour déployer des applicatifs microservices. Donc là, effectivement, peut-être qu'on aura tendance à se tourner vers ECS pour ces besoins-là. Toutefois, il y a quand même certaines solutions qui sont proposées via Beanstalk, et là justement, on va aborder la capacité à déployer des services mono-applicatifs ou des services multi-composants. Donc c'est ce qu'on appelle le mode mono et multi-conteneur de Beanstalk. Le mode mono-conteneur, la solution la plus évidente pour les déployer, ça va être, ou plutôt la plus simple, de s'appuyer sur un fichier Dockerfile. Donc là, tout simplement, lors du déploiement, les différentes commandes présentes dans le Dockerfile seront exécutées et l'image sera construite et déployée. Toutefois, pour les besoins de déploiement chez AWS, il peut y avoir des configurations supplémentaires à fournir qui ne sont pas forcément disponibles dans le Dockerfile, et donc un fichier customisé appelé le dockerrun.ws.json permet de spécifier des informations en plus. Donc on va y revenir après, mais en général, le Dockerfile ne sera pas suffisant, il faudra en plus ajouter un Dockerrun qui va permettre de spécifier des choses en plus. Une troisième solution de déploiement, c'est la solution, on va dire, classique de Beanstalk. C'est une solution à base de bundle de distribution. Donc en fait, on va construire un zip avec le code source à l'intérieur et les fichiers Dockerfile et éventuellement Dockerrun qui vont les accompagner pour construire au moment du déploiement l'applicatif à déployer. Le fichier Dockerrun, comme je disais, c'est un fichier spécifique supplémentaire qui est associé à la plateforme Beanstalk. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va permettre de déployer non seulement des images publiques, mais surtout des images privées. Et entre autres, il va permettre de configurer la prise en charge de l'authentification pour accéder à des repositories privés Docker, chose, je pense, qui est essentielle en entreprise. Toutefois, vous pourrez également déployer des informations de configuration supplémentaires concernant justement les ports à mapper, les volumes à monter et également les informations concernant la façon dont vous souhaitez récupérer les logs applicatifs. Le fichier Dockerrun est finalement très simple, on le voit ici. Alors, petite information qu'on voit tout en haut du fichier, c'est que c'est une version 1, parce qu'il existe une version 2 et on va en parler juste après. Et on retrouve effectivement toutes les informations qu'on a décrites au préalable, et c'est finalement un format de fichier très simple à comprendre et à utiliser. Venons-en maintenant au mode multi-conteneur. Le mode multi-conteneur, à quoi sert-il? Justement à déployer sur une instance donnée. Alors évidemment, dans les environnements Beanstalk, on va avoir plusieurs instances pour la capacité de load balancing, mais également de disponibilité. Mais on peut être amené à déployer plusieurs composants. Admettons qu'on ait un applicatif pas trop complexe, qui soit divisé en plusieurs composants pour l'organisation et pour la facilité de développement, ou qu'on ait besoin d'y ajouter par exemple un front de type Nginx ou même éventuellement un cache local aux machines. Cache local, j'entends par exemple un serveur à 10 mais local à chaque instance. On peut utiliser le mode multi-conteneur justement pour déployer tous ces conteneurs qui sont liés pour former l'applicatif. Ce qui est étonnant, c'est que finalement on va bien utiliser Beanstalk pour faire ça, mais Beanstalk va s'appuyer sur ECS pour réaliser
pour construire son environnement multi-conteneur. Et c'est Beanstalk qui va manipuler ECS ainsi que les définitions de tâches pour déployer finalement ces conteneurs. Ici, nous avons un exemple. Donc en fait, on va se retrouver à avoir un déploiement Beanstalk qui va mettre en œuvre un cluster ECS sur lequel on n'aura pas la main, c'est Beanstalk qui va s'occuper de tout. Et en l'occurrence, il va déployer 2 instances serveurs sur lesquelles, pour chacune des instances serveurs, il va s'occuper de déployer une tâche qui contient les différents conteneurs à déployer. Et donc on va bien se retrouver finalement avec 2 instances, donc une application hautement disponible, load balançable, avec les différents conteneurs qui composent l'application sur chaque instance serveur. En front de ces serveurs, on aura un load balancer qui permettra de répartir la charge et évidemment on pourra s'appuyer sur Route 53 pour router avec un nom de service vers l'applicatif. Comme je te disais tout à l'heure, il y a bien un fichier V2 qui existe et ce fichier V2 est en fait dédié au déploiement multi-conteneur. La particularité de ce fichier V2, c'est qu'il impose en fait la construction préalable des livrables et la mise à disposition dans des repositories, donc privés ou publics, hein, selon le type de produit que vous faites, pour le charger pour le récupérer au moment du déploiement. On ne peut pas fournir dans le mode multi-conteneur un bundle source dans lequel on aurait les fichiers de configuration qui permettent de construire à la volée les images nécessaires à déployer. Donc ça, c'est une des contraintes du déploiement multi-conteneur avec Beanstalk. Le mode multi-conteneur, enfin, pour terminer, s'appuie sur des images spécialisées, des AMI spécialisées ECS. En particulier, l'agent ECS est installé dessus. L'agent ECS, c'est celui qui permet de discuter avec le cluster ECS pour échanger les informations nécessaires à la bonne santé du cluster et au monitoring et à l'exploitation du cluster. Alors, vous allez me dire, pourquoi utiliser Beanstalk? Tout simplement parce que Beanstalk fournit une promesse aux développeurs et aux entreprises, c'est de simplifier l'exploitation des applicatifs. Donc on n'a pas besoin de partir tout de suite sur un cluster si on n'a pas de besoin très complexes. Et on va pouvoir bénéficier grâce à Beanstalk de différentes fonctionnalités avancées telles que la capacité à faire du blue-green deployment, à gérer plusieurs environnements, c'est-à-dire vous pouvez gérer vos environnements de développement, d'intégration, de recettes de pré-prod, de prod par exemple. Et également vous aurez la possibilité de faire du rolling update parce que c'est pris en charge directement par le service et donc de spécifier sous quelle forme vous voulez migrer vos applications d'une version N à N+1 par exemple sans couper le service. Bien entendu, vous aurez la possibilité de gérer les rollbacks simplement si vous rencontrez des problèmes lors de déploiement de version N+1. Enfin, un mot important, bien entendu, Beanstalk c'est un service très intéressant, mais ici on est également pour parler d'industrialisation et on ne peut pas utiliser Beanstalk sans industrialiser un minimum. Et pour ça, on a des services qui sont disponibles chez AWS pour permettre cette industrialisation, en particulier CloudFormation. Évidemment, quand on a un seul applicatif, on va se dire bon, on va se rendre sur la console, on va configurer nos environnements de dev, de recettes, de pré-prod, de prod. Mais quand on a 1, 2, 3, 4, 10 applicatifs qui commencent à fonctionner de la même manière, autant automatiser tout ça. Et pour ça, CloudFormation fournit des fonctionnalités très intéressantes. Donc CloudFormation, pour faire simple, ce sont des fichiers de configuration de vos ressources dans le cloud sur AWS. C'est décrit au format JSON, donc c'est très facilement lisible. Alors même s'il faut une courbe d'apprentissage minimale. Ça permettra de rendre répétables vos déploiements, bien entendu, mais également de gérer les différentes versions de vos fichiers de déploiement dans des repositories de code source, ce qui permet de revenir sur des révisions précédentes pour comprendre comment c'était éventuellement déployé avant, pour éventuellement voir les changements qui ont été mis en œuvre dans les déploiements. Et bien entendu, ça va permettre de déployer des environnements à la demande, soit pour mettre à disposition de clients des environnements spécifiques, soit par exemple pour tester les déploiements avant des mises en prod. Je vais repasser la main à Jérôme qui va vous présenter Elastic Container Service. Alors, Elastic Container Service, c'est un service proposé par Amazon en mode manager qui est en fait derrière un orchestrateur Docker. Pourquoi c'est intéressant de ne pas l'avoir géré? Parce que gérer soi-même un cluster, c'est une tâche complexe. Là, ça tombe bien, le cluster, ça va être transparent, c'est ECS qui va en avoir la charge et c'est lui qui va le monitorer et le maintenir en place. L'avantage, c'est que AWS n'a pas réinventé la roue, ils sont basés en fait sur les services existants dans la stack AWS. Donc on retrouve derrière ECS du load balancing,
de l'autoscaling. CloudWatch, c'est peut-être un peu moins connu, mais c'est la console en fait où tous les logs et toutes les métriques vont être agrégées. Donc vous avez du coup une console de monitoring. Elastic Container Registry, donc le registre Docker en mode managé fourni par AWS. CloudFormation, dont on vient de parler. Et ça s'intègre avec d'autres composants de la stack. Petit point juste sur le registry, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Ça se base en fait sur S3, qui est le service de stockage d'Amazon. Du coup, qui dit S3 dit stockage garanti et accès également garanti. Ça fait partie des promesses contractuelles de S3. Donc vous êtes sûr que lorsque vos images sont stockées sur le ECR, qu'elles sont toujours disponibles et que vous ne les perdrez pas. Et surtout, l'autre avantage de stocker directement vos images dans ECR, c'est que vous êtes déjà du coup dans les data centers d'Amazon. Donc quand vous allez commencer à déployer sur ECS ou autre stack ou autre technologie, vous êtes dans le même data center, donc les taux de débit entre différents composants sont déjà énormes. Vous n'aurez pas la latence que vous pourrez trouver si jamais vous êtes sur un registre hors de l'environnement AWS. ECR, ECS, c'est des services qui sont déjà disponibles sur les différentes régions d'Amazon, comme on peut le voir sur la carte. Donc juste pour information, vous avez dans les cercles orange les différentes régions, et pour chaque région, le nombre de developed zones. Et en vert, on voit les régions qui vont arriver. Il n'y a pas la France qui va arriver cours d'année prochaine, juste. Les avantages, pas de cluster ni d'orchestrateur à faire fonctionner. Ça, c'est fourni par Amazon à travers ECS. Le contrôle et le monitoring, vous avez la console CloudWatch qui va permettre d'agréger pas mal d'informations, et ECS en lui-même dispose d'une console également pour avoir du monitoring certes basique, mais au moins du monitoring déjà sur vos machines et sur votre cluster. Et la scalabilité, le scaling, c'est également ECS qui va vous le fournir. Comment ça fonctionne? Quand vous avez commencé à travailler avec ECS, les termes à connaître, c'est bien sûr le cluster, les task definitions et les services. Si je prends TPC, c'est mieux. Cluster, c'est quoi? C'est juste un pool de ressources, CPU et mémoire. Quand vous allez commencer à travailler avec ECS, vous allez définir un cluster. Maintenant, comment je déploie sur ce cluster? C'est les tâches qui vont permettre de définir comment vous allez déployer vos conteneurs Docker dans ECS. La tâche, c'est une unité de travail. Une tâche n'égale pas un conteneur. Si jamais vous avez des conteneurs qui sont liés, par exemple si vous avez un conteneur qui est votre service et un conteneur qui est chargé de streamer les logs, ces conteneurs, du coup, ces deux conteneurs vont avoir des cycles de vie identiques, l'un ne va pas sans l'autre. Vous allez du coup les regrouper dans une même tâche de travail, dire comment ils sont liés, quelles sont les informations dont il a besoin. C'est toute la configuration de vos conteneurs. Et c'est ces tâches ensuite qui tournent ensuite, qui sont déployées dans votre cluster et qui vont être exécutées sur des instances. Donc là, on a la description de nos conteneurs, finalement, à travers les tâches. Mais il va falloir une brique supplémentaire, la brique service, qui va englober en fait les tâches et qui va servir à contrôler leur cycle de vie. C'est-à-dire que c'est le service qui va vérifier, vous allez donner un intervalle de combien d'instances au minimum vous voulez et au maximum. Vous allez configurer des métriques et des alarmes. Et c'est lui qui va s'assurer que par rapport à ce que vous avez configuré, vous avez toujours un nombre d'instances minimales et de la scalabilité. Soit, si jamais il y a beaucoup de charges, il va s'occuper d'instancier de nouvelles instances et déployer de nouveaux compteurs. Ou alors, si jamais votre charge baisse, de réduire à nouveau également. C'est le service du coup qui va être le point d'entrée de vos différentes instances de tâches. Donc c'est lui qui va s'occuper de load balancer le trafic entre différentes instances. Et c'est lui qui fait la surveillance des instances défaillantes également. Tout ce qui est métrique, du coup, lorsqu'on travaille avec un orchestrateur, ce qui est important, du coup, c'est d'avoir des solutions pour monitorer votre cluster. ECS en fournit déjà par défaut. Dans la console ECS, vous aurez rapidement tout ce qui va être CPU, aussi bien le CPU qui va être réservé qu'utilisé, ainsi que pour la mémoire. Et vous aurez ces informations, que ce soit au niveau de la vue d'un service, ou alors de votre cluster dans sa globalité. Ensuite, à partir de ces métriques, vous pouvez configurer des armes CloudWatch pour justement adapter votre cluster. Et vous pouvez bien sûr enrichir ces métriques fournies par défaut avec vos propres métriques, que ce soit du applicatif ou autre. Quand on commence à travailler avec un orchestrateur, les nouvelles questions qui se posent, c'est le service discovery, et je redonne la parole à Alexis pour cette partie. Merci. Alors effectivement, assez rapidement, quand on travaille avec de nombreux conteneurs, on va avoir le besoin finalement de pouvoir s'adresser, de savoir où et comment s'adresser aux différents services avec lesquels on interagit. En particulier, le service discovery est utile vraiment dans le monde Docker, mais chez Amazon, il n'y a pas tellement de solutions dédiées à résoudre cette problématique, donc il va falloir faire avec ce qui est donné ou mettre en place des solutions customisées.
Donc effectivement, la première solution, on en a parlé avant, c'est finalement de s'appuyer sur CloudFormation. Alors ça ne va pas être finalement dynamique, ça va être au moment de la construction qu'on va pouvoir injecter des références de ressources à nos services, par exemple à nos applicatifs qui tournent. S'ils s'appuient par exemple sur des Stream Kinesis ou sur comment dire, d'autres services de type Dynamo ou autres, on va pouvoir injecter les références de ces ressources et pouvoir travailler avec. Et donc, vous pourrez les passer par exemple par variables d'environnement et vos applicatifs pourront récupérer ces informations à travers les variables d'environnement. Et donc, ces variables d'environnement seront valorisées lors de la construction de l'environnement via CloudFormation. Bien entendu, une solution plus classique, c'est de s'appuyer sur les DNS. Alors évidemment, vous allez me dire, les DNS, oui, il faut les renseigner, mais assez souvent, les DNS sont associés à des load balancers, et derrière le load balancer vont se trouver les services sur lesquels on s'appuie. Et donc, tout simplement, on va pouvoir créer des zones privées dans Route 53, dans lesquelles on va enregistrer dynamiquement nos services associés, nos load balancers associés au nom de service qu'on utilise. Et sur ces load balancers viendront s'enregistrer les instances de services, par exemple de conteneurs qui vont faire tourner les services. Donc on aura finalement des noms statiques dans les applications, mais des enregistrements dynamiques sur ces noms. Enfin, la solution, j'allais dire, la plus évidente peut-être, ça va être de s'appuyer sur des outils spécialisés répondant à ces besoins de service discovery, en l'occurrence par exemple Consul et etcd. Et la façon d'y arriver finalement, c'est juste de les déployer comme d'autres conteneurs dans votre cluster ECS pour mettre à disposition des fonctionnalités de service discovery. Donc à travers ces différents moyens, vous pouvez répondre finalement à la capacité de pouvoir soit découvrir les services vraiment dynamiquement, soit pouvoir référencer les services à la construction de l'environnement. Un exemple ici, alors le schéma peut paraître complexe comme ça, mais finalement on va avoir une application front ici, ça peut être une API ou tout simplement un applicatif de type serveur Nginx qui va vouloir s'adresser selon par exemple les routes à différents services. Par exemple, imaginons on a un site web de prise de commande, je sais pas, par exemple de vêtements ou de choses comme ça. On va pouvoir s'appuyer sur un service qui va référencer les services clients, enfin le service qui fournit les informations clients, les informations produits, également qui va gérer les commandes ou encore la facturation. Et donc tous ces services seront accessibles lorsqu'ils auront été définis, par exemple dans la zone privée Route 53. Et donc l'applicatif de type API, par exemple ici, pourra accéder à tous ces services à travers le nommage, justement, à travers l'appel des services nommés qui sont finalement configurés dans Route 53. Donc là, on retombe dans des usages très simples de communication inter-serveur avec du DNS. C'est des choses qui peuvent paraître classiques, mais qui fonctionnent juste très bien. On va revenir un instant sur les schedulers ECS, parce qu'on a beaucoup parlé des schedulers. Enfin, on a beaucoup parlé de CS, mais pas forcément d'éléments plus spécifiques au fonctionnement de CS, et en particulier les schedulers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ECS, on n'a pas besoin uniquement de faire tourner des services à durée de vie longue, donc typiquement des applicatifs, mais on peut faire tourner également des jobs. On peut avoir des jobs de traitement qui peuvent être lancés périodiquement. Alors, on peut imaginer par exemple des jobs quotidiens, donc qui peuvent être déclenchés par exemple par des CloudWatch Events, donc en fait finalement des événements schedulés à un horaire donné dans la journée, ou bien tout simplement des services qui, à la demande, vont déclencher des jobs de traitement. Donc, ce qu'il faut, c'est en l'occurrence un scheduler spécialisé qui va être capable finalement de déterminer où est-ce qu'il va pouvoir déployer cette tâche. En l'occurrence, quand on a un cluster de plusieurs machines, on peut se dire la tâche, c'est pas grave, on la déploie sur n'importe quelle machine pourvu qu'il y ait de la capacité disponible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le run task. Ça va déployer selon la capacité disponible sur une des instances. Par contre, on peut également vouloir déployer sur un mode placé, sur des instances précises. Et dans ce cas-là, en fait, le mode start task qui permet de définir les instances sur lesquelles on veut déployer les jobs en question. Les jobs sont également batchables, c'est-à-dire qu'on peut en lancer d'un coup plusieurs à la fois, donc c'est pratique pour justement déployer un certain nombre de tâches à la fois et pas les faire une par une. Le deuxième scheduler, c'est justement le scheduler qui est fait pour les applicatifs à durée de vie longue, donc typiquement le déploiement d'API ou de services back-end. On va avoir plusieurs besoins et ce scheduler va tenter de répondre à ces besoins. Le premier d'entre eux, c'est justement la gestion de la santé des tâches. Évidemment, si une tâche commence à ne plus fonctionner et qu'on ne s'en aperçoit pas, ça va être un petit problème parce que finalement, notre service ne va plus être disponible. Donc, un des objectifs du scheduler de service, c'est de détecter les tâches qui sont défaillantes et de les relancer.
Une autre tâche va être également d'avoir la capacité à faire du scale-up ou du scale-down pour ajuster le nombre de tâches déployées par rapport aux ressources nécessaires pour répondre aux besoins. Donc ECS, à travers le scheduler de service, sait répondre à cette problématique. Au-delà de ça, chez Amazon, au sein des régions, il y a ce qu'on appelle les availability zones. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est finalement, ce sont plusieurs zones de disponibilité qui correspondent finalement à des data centers différents dans une région, et il peut arriver qu'il puisse y avoir une panne majeure sur une des zones de disponibilité, et ce qu'on veut, c'est que le service ne soit pas coupé. Et donc, pour ça, on va déployer des instances dans les différentes zones de disponibilité, et si par exemple une des zones de disponibilité vient à être coupée, le service pourra continuer à fonctionner parce qu'on a des instances dans les différentes zones. Et donc, une des spécificités du scheduler de service, c'est de tenter de déployer sur des instances qui sont dans des zones différentes pour assurer une couverture maximale, finalement, des zones de disponibilité sur lesquelles on a lancé des machines. Un des éléments clés du service, des services ECS, c'est de s'appuyer sur les load balancers, donc les Elastic Load Balancers d'Amazon. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce service-là qui va permettre de fournir finalement les mappings de port. Donc, on a deux types de mapping de port. Jusqu'à il y a peu de temps, on n'avait que du mapping de port statique, qu'ils appellent le mode classique, qui finalement permettait de définir un port sur lequel le service allait tourner. Alors, c'était assez embêtant en fait quand on voulait déployer plusieurs instances de conteneurs sur une seule machine, donc plusieurs tâches. On ne pouvait pas parce que finalement le port devait être préconfiguré à l'avance. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Dynamic Port Mapping qui va permettre, lorsqu'on configure le port à 0, de laisser la main au cluster pour déterminer finalement sur quel port lancer l'applicatif. Et c'est justement le load balancer qui va permettre de stocker cette information et de l'utiliser pour router correctement les appels vers le bon port. Enfin, c'est grâce au load balancer justement qu'on va pouvoir faire les health checks, et c'est grâce à cette information que le cluster ECS va pouvoir déterminer si une tâche est défaillante, la killer et la redémarrer. On a parlé tout à l'heure avec Beanstalk de différentes fonctionnalités avancées comme le Blue-Green Deployment ou encore les Rolling Updates. Les Rolling Updates sont une fonctionnalité importante pour éviter les coupures de service. Et j'allais dire que c'est une des choses qu'on propose en général lorsque les services et les déploiements sont matures. Et c'est vrai qu'une solution toute faite va nous aider pour aller dans ce sens-là. En l'occurrence, ECS va permettre de configurer des capacités de disponibilité, donc des pourcentages de disponibilité minimum de nos services et maximum. Donc, par exemple, si on a déployé 4 tâches qui correspondent finalement à la disponibilité qu'on souhaite avoir, on va peut-être pouvoir vouloir dire que lors d'une mise à jour, on veut que 50% de nos instances soient disponibles au minimum. Et donc, le cluster ECS fera la mise à jour en mettant à jour en plusieurs fois. Par exemple, ici, si on a configuré à 50, il ne coupera pas plus de 50% des tâches pour passer en version N+1. Une fois effectivement qu'il aura passé 50% des tâches en version N+1, il pourra s'occuper des tâches suivantes. Et finalement, on aura eu une mise à jour de nos services, enfin de nos tâches, sans couper le service. Alors bien entendu, ça c'est la solution à laquelle on pense de façon instinctive. Cependant, il y a plus de possibilités que ça, et en l'occurrence, on peut avoir des contraintes, par exemple, d'avoir un pourcentage, une capacité, on va dire, de 100% minimum de disponibilité de nos capacités. Pour différentes raisons, on peut avoir ce besoin-là, et donc une solution alternative peut être de déployer de nouvelles tâches en version N+1 sur les instances, avant finalement de couper les tâches en version N pour avoir finalement plus que les tâches en version N+1 dans le cluster. Donc ça permet de ne pas baisser la capacité de disponibilité de nos services. Bien entendu, on peut également faire du Blue-Green Deployment. Une solution pour ça, ça va être de déployer 2 fois un service et de s'appuyer sur les load balance. Chaque service aura son load balancer, et de s'appuyer sur Route 53 pour y associer des poids finalement dans nos routes DNS pour router une partie des appels selon justement les poids configurés vers un service ou l'autre. Enfin, on va vous parler de quelque chose de très important à nos yeux, c'est la gestion des logs. Dès qu'on veut mettre en production, on a besoin de monitorer, d'exploiter, de troubleshooter, et les logs sont un élément clé pour ça. Tout au départ, dans nos expériences, on avait réfléchi à une solution qui se basait sur ELK, et pour ça, on s'appuyait sur une alimentation
via Logstash d'un Elasticsearch, via le driver Gelf, qui à son tour finalement permettait d'interroger via un Kibana les logs disponibles. Alors les fonctionnalités de recherche sont très avancées et c'est extrêmement intéressant. Toutefois, on a eu une problématique autour d'un SPOF avec Logstash, en particulier du fait qu'on ne pouvait pas finalement avoir une disponibilité. On ne pouvait pas avoir de haute disponibilité sur Logstash et on s'est dit que ça pouvait peut-être être une solution un petit peu compliquée pour accéder aux logs de façon consolidée. Et du coup, on a mis à la poubelle cette solution pour passer à une solution finalement plus simple et reposant sur les services Amazon, en particulier CloudWatch Logs. Et tout simplement, on a changé le driver et on s'est appuyé sur le driver Docker AWS Log Driver qui permet de rediriger tous les logs de vos conteneurs vers CloudWatch. Alors bien évidemment, on va avoir la possibilité de consulter dans la console Amazon tous nos logs agrégés. On n'aura peut-être pas la même granularité ou la même capacité de recherche, mais toutefois on est capable de rechercher assez précisément sur un range de temps donné, sur des mots-clés donnés, dans nos logs pour trouver des informations. Dernier point, enfin, AWS, c'est déjà adopté largement par un certain nombre d'entreprises. Ça peut paraître également un pas de géant ou un vrai obstacle pour d'autres entreprises qui peuvent avoir un historique important avec des data centers internes. Et donc, une des solutions pour migrer de façon un peu plus fluide vers le cloud, ça va être de s'interconnecter avec. Et vous n'aurez du coup pas l'obligation de migrer vos workloads vers le cloud. Mais au contraire, vous pourrez communiquer avec une partie de vos applicatifs qui seraient déjà migrés sur le cloud. Pour ça, vous avez bien entendu la solution classique de VPN qui est supportée nativement par AWS, mais également vous aurez la possibilité de mettre en œuvre ce qu'on appelle du Direct Connect. Donc le Direct Connect, ça va être finalement ni plus ni moins qu'une sorte de ligne spécialisée entre votre data center et AWS, et ça vous permettra finalement d'étendre votre data center avec des workloads dans le cloud. Pour ça, vous pouvez vous appuyer sur les Virtual Private Cloud, donc les VPC, qui vont permettre d'ouvrir justement des réseaux dans lesquels se trouvent vos serveurs sur AWS, uniquement par exemple au data center de votre entreprise ou justement aux machines d'utilisateurs de votre entreprise. Et donc ça, ce sera à configurer avec effectivement les spécialistes de votre entreprise au niveau réseau. Conclusion. Pour chacun de vos besoins, vous pouvez identifier le style qui vous convient le mieux pour déployer des conteneurs Docker sur AWS. Et vous avez plusieurs solutions, comme on a vu, qui s'offrent à vous. Tout d'abord, la solution vraiment customisée en s'appuyant sur du compute, sur EC2 en particulier. Et là, vous aurez un champ d'action assez large et toute la liberté de faire ce que vous voulez. Toutefois, la responsabilité du bon fonctionnement et de l'exploitation et toute la complexité engendrée sera à votre charge. Et bien entendu, vous avez les solutions alternatives qui consistent à se reposer sur les services managés d'Amazon, tels que Beanstalk pour les déploiements simples et ECS pour les déploiements plus complexes et plus riches. Nous en avons terminé avec la présentation. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. Oui. Quelle va être la différence entre justement Kubernetes et l'utilisation de CS? Parce que Kubernetes va utiliser les services managés Amazon aussi. Oui, alors tout à fait. Alors, on a présenté certaines solutions finalement d'orchestrateurs que vous pouvez installer vous-même sur du compute. Une différence majeure que vous allez trouver sur Kubernetes, j'ai pas eu l'occasion d'approfondir le produit plus que ça, mais je vais donner un exemple très concret de ce qui se passe avec Docker for AWS. Ça peut être tentant de s'appuyer sur la solution de Docker, toutefois ça va déployer par exemple des nœuds de type worker sur lesquels on va pouvoir déployer ces workloads, mais également des nœuds de type manager. Et les nœuds de type manager, contrairement à ECS, vous aurez à les payer. Donc un minimum, si vous voulez un cluster pour la prod, il va falloir avoir 3 instances de machines. Et à ces 3 instances de machines, vous n'allez pas déployer des jobs dessus, enfin pas de conteneurs. Et ces instances seront là uniquement pour faire fonctionner le cluster. Et évidemment, ces machines, vous aurez à les payer. Donc ça déjà, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est comme je disais, si vous déployez Kubernetes, certes, ça va prendre en charge beaucoup de choses, ça va être très riche. Toutefois, le bon fonctionnement du cluster Kubernetes est à votre charge. Et s'il y a des problèmes, ça vous les résoudre. Ça répond à la question.
Tu parlais de cluster hybride à la fin, mais pas vraiment de comment est-ce qu'il y a des possibilités de faire communiquer des containers qu'on héberge chez soi et ceux qu'on pourrait faire tourner chez Amazon. D'accord. Alors en fait, quand on parlait de cloud hybride, c'est ça? Oui. Oui. En fait, le cloud hybride, c'était plus pour cette petite aparté. C'était vraiment plus pour démontrer la capacité à déployer des workloads sur le cloud, finalement à étendre vos data centers sur le cloud. Alors bien entendu, l'idée c'est peut-être que vous avez des applicatifs historiques qui sont présents dans vos data centers, vous n'avez peut-être pas envie de les toucher pour l'instant ou de les migrer. Par contre, vous avez peut-être envie de bénéficier de certaines capacités du cloud pour déployer dessus. Et là, ce que je tentais plus de mettre en avant, c'est la capacité finalement à étendre vos data centers avec le cloud. Et bien entendu, vous pourrez les faire communiquer grâce à la mise en place de lignes spécialisées ou justement de VPN. Voilà, donc on ne tentait pas, je ne tentais pas d'expliquer la capacité finalement à avoir un cluster, par exemple Docker, qui s'étende entre le data center de l'entreprise et le cloud. Pas d'autres questions? Bon, bah merci beaucoup.